palette de sanctions en fonction de la faute reprochée. Chaque sanction est spécifique et n'a pas les mêmes conséquences ni la même procédure. Les services ressources humaines sont donc amenés à gérer ces situations. Je vous propose, dans un premier temps, d'identifier les catégories de fautes, puis de regarder l'échelle des sanctions et enfin d'aborder les procédures à respecter et les conséquences de ces dernières. Dans l'échelle des fautes, au premier niveau, nous allons trouver la faute simple. La faute simple, c'est celle qui correspond à une simple inexécution contractuelle de la part du salarié. Vous le savez, le contrat de travail a un caractère synallagmatique, c'est-à-dire que le salarié doit exécuter une prestation de travail et l'employeur, quant à lui, doit lui verser une rémunération et lui assurer un environnement de travail sécurisé. Ce sont des obligations réciproques de chacune des parties. L'exemple le plus courant pour illustrer la faute simple est le retard. Le salarié qui arrive en retard commet une faute, pour laquelle il pourrait être sanctionné. Cette faute n'est pas extrêmement grave, mais elle nuit au bon fonctionnement de l'entreprise. Le saviez-vous ? Il ne faut pas confondre faute simple et insuffisance professionnelle. Même si les deux peuvent avoir des conséquences communes, un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse notamment. Elles ne se définissent pas de la même manière. La faute simple nécessite une faute, un manquement, une négligence. L'insuffisance professionnelle représente un simple manque de compétences, c'est-à-dire lorsque le salarié ne parvient pas à atteindre les objectifs et les exigences du poste. En deuxième niveau, nous allons trouver la faute grave. La faute grave, c'est une faute d'une telle gravité que l'employeur ne peut maintenir le salarié à son poste de travail. Le salarié devra donc quitter l'entreprise. La faute doit donc être grave et nuire à l'entreprise. Néanmoins, la notion de caractère intentionnel ne rentre pas en compte. Il peut s'agir par exemple d'une bagarre avec un autre salarié au sein de l'entreprise. Le salarié ne peut être maintenu au sein de l'entreprise pour des raisons de santé et de sécurité. L'employeur doit prendre les mesures pour assurer la sécurité de ce salarié, mais aussi des autres. De même, si le salarié s'absente sans justificatif ou abandonne son poste, il commet une faute grave. Il ne peut rester dans l'entreprise. L'employeur a donc la possibilité de se séparer du salarié en s'appuyant sur une faute grave. Une procédure de licenciement sera mise en œuvre pendant laquelle le salarié restera à son poste. Le départ n'est donc pas immédiat, à moins d'organiser une mise à pied à titre conservatoire. En troisième niveau, nous allons trouver la faute lourde. La faute lourde, c'est une faute grave à laquelle on ajoute une intention de nuire. L'intention de nuire est une notion psychologique. Ce n'est pas facile de rapporter la preuve d'une intention de nuire. Les juges ont donc affiné cette notion et ont indiqué clairement que cette intention de nuire concerne une nuisance pouvant entraîner une dégradation de l'image de l'entreprise ou impacter la pérennité de l'entreprise. Par exemple, est considéré comme une faute lourde le fait d'insulter sur les réseaux sociaux l'entreprise ou ses gérants, cela ayant un impact sur l'image de l'entreprise. De même, est considéré comme une faute lourde le fait d'effacer délibérément tous les fichiers comptables d'une entreprise, cela ayant un impact sur la pérennité de l'entreprise. Le saviez-vous ? La grève suspend le contrat de travail des salariés grévistes. Ils ne peuvent donc être sanctionnés en principe. Mais en cas de séquestration des dirigeants, l'employeur peut engager une procédure disciplinaire alors même que le contrat est suspendu pour faute lourde. L'affaire Air France et la chemise déchirée du DRH vous rappellent-elles quelque chose ? Nous venons de voir l'échelle des fautes et prenons l'exemple du vol pour qualifier cette faute. Par exemple, vous décidez de vous reconvertir et de créer un magasin biologique dans un quartier branché de Paris. Et vous embauchez alors un employé libre-service. Vous surprenez cet employé libre-service en train de manger une pomme, qui normalement est à la vente. Il s'agit bien d'un vol, en ce sens qu'il a décidé de s'approprier un bien qui ne lui appartenait pas. Mais la Cour de cassation s'est prononcée sur ce type de comportement car elle considère qu'il ne s'agit pas d'une faute, mais d'une tolérance qui ne peut engendrer une sanction. En effet,
Nombre d'entre nous a déjà utilisé les moyens de l'entreprise pour recharger son téléphone ou encore réserver son billet de train. Ces avantages se déclinent à tous les niveaux, y compris pour un employé libre-service, le fait de manger une pomme de l'étalage. Vous décidez alors, en tant que responsable du magasin, de recruter un agent de sécurité, car vous avez remarqué des pertes de marchandises. Quelques mois après son embauche, vous surprenez cet agent de sécurité en train de voler de la marchandise. Comme sa mission consistait à vérifier que les produits ne disparaissent pas, le vol est une faute grave qu'il est possible de sanctionner. Il y a bien un vol, mais on ne peut pas cependant le qualifier avec une intention de nuire. Vous décidez en dernier recours de faire appel à une société spécialisée dans le gardiennage qui va vous dépêcher un agent de sécurité. Vous êtes donc le client de cette entreprise de sous-traitance. Cet agent de sécurité vous vole des produits. Décidément, vous n'avez pas de chance. Ce vol est une faute lourde car il impacte l'image de l'entreprise prestataire. Son employeur pourra donc le licencier pour faute lourde. Lorsque le salarié commet une faute, il est possible de le sanctionner. Les sanctions en droit du travail sont nombreuses. En premier niveau, nous allons trouver le blâme et l'avertissement que l'on peut regrouper car ils ont une procédure simplifiée commune. Au deuxième niveau, nous allons trouver la rétrogradation et la mutation disciplinaire qui se retrouvent dans une catégorie commune car toutes les deux nécessitent l'accord des salariés. Et au troisième niveau, nous allons trouver la mise à pied qui est une sanction importante car le salarié pourra rester dans les effectifs mais il sera écarté de l'entreprise pendant un temps limité. Enfin, la sanction ultime qui est le licenciement pour faute. Le blâme est un tout premier niveau de sanction dans l'échelle des sanctions. C'est une mise en garde à l'égard du salarié. L'employeur lui reproche certains comportements et souhaite donc lui rappeler les règles applicables dans l'entreprise. Lorsque l'employeur décide de mettre en œuvre cette sanction, il souhaite continuer la relation contractuelle en ajustant simplement les droits et obligations du salarié. Cette sanction peut être infligée à l'oral ou à l'écrit. Lorsqu'elle est adressée à l'oral, il ne s'agit pas réellement d'une sanction appartenant à l'échelle des sanctions à proprement parler. En effet, rien ne prouvera ces échanges entre le salarié et son employeur. Si par contre l'employeur formalise la sanction, elle rentrera dans l'échelle des sanctions. Et dans ce cas, s'applique la fameuse règle non bis in idem. Cela signifie que l'employeur ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits. S'il décide d'adresser un blâme, il ne pourra pas se raviser et finalement licencier le salarié. L'avertissement se différencie difficilement du blâme écrit. En réalité, le blâme était une sanction issue de la fonction publique. L'avertissement doit être appréhendé comme une mise en garde écrite afin que le salarié adopte un comportement répondant aux attentes de l'entreprise. Il est donc courant de les confondre. Mais l'avertissement, contrairement au blâme, est forcément écrit et transmis au salarié selon certaines règles strictes. L'avertissement doit en outre viser un comportement ou une faute très précise. Et son utilisation limitera le champ d'action de l'employeur qui aura l'obligation de respecter la règle non bis in idem, c'est-à-dire une sanction pour une faute ou un ensemble de fautes. Par exemple, le salarié qui arrive en retard le 4, 7 et 12 janvier peut être sanctionné par un avertissement. L'employeur ne pourra pas utiliser une autre sanction pour ces dates. Si le salarié réitère, l'employeur restera bien sûr libre de choisir une autre sanction. À ce titre, il est courant d'entendre qu'un licenciement est le résultat de 3 avertissements. Cette règle n'en est pas une, et il est possible de licencier un salarié sans l'avertir en amont. Il conviendra d'analyser les faits. Si le salarié s'est battu, aucun avertissement n'est nécessaire, il pourra être licencié pour faute grave. La rétrogradation et la mutation disciplinaire représentent des sanctions totalement différentes, mais toutes deux ont la caractéristique d'obtenir l'accord du salarié pour sa mise en œuvre. La rétrogradation correspond à une diminution de la classification ou des responsabilités du salarié, entraînant très souvent une baisse de la rémunération. La mutation disciplinaire, quant à elle, est une sanction disciplinaire correspondant à une mutation géographique et ou fonctionnelle. Cette mutation peut aussi entraîner une diminution des responsabilités
ou encore de la rémunération. Dans les deux cas, la baisse de rémunération ne peut être le seul élément observable, car dans ce cas, il s'agirait d'une sanction pécuniaire illégale en droit du travail. Cette baisse de rémunération doit être la conséquence d'une baisse de classification ou d'une mutation. Il s'agit alors d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié. Le salarié, dans les deux cas, a la possibilité de refuser la sanction, mais dans ce cas, il s'expose à la mise en œuvre d'une autre sanction, comme le licenciement. En effet, la règle non bis in idem est respectée puisque le salarié a refusé la première sanction. La mise à pied disciplinaire consiste à écarter le salarié de l'entreprise pendant un temps limité. Pendant la période de mise à pied, le contrat est suspendu et le salarié ne percevra pas de rémunération. En effet, il n'exécute pas de prestation de travail et ne touchera donc pas son salaire pendant cette période. La sanction ultime est bien sûr le licenciement. Le licenciement disciplinaire est un licenciement pour motif personnel. Il s'agit donc d'une rupture à l'initiative de l'employeur en raison d'une faute commise par le salarié, qu'elle soit simple, grave ou lourde. Attention, tous les comportements ne peuvent pas permettre un licenciement. Par exemple, il n'est pas possible de licencier pour une faute remontant à plus de 3 ans ou encore des opinions émises dans le cadre du droit d'expression des salariés. Par ailleurs, et vous le savez, et je le rappelle, le licenciement ne peut reposer sur l'un des motifs suivants, un motif discriminatoire, il peut s'agir par exemple de l'origine, l'orientation sexuelle, les mœurs, la situation de famille, la nationalité, etc. Ne peut pas reposer non plus sur un fait de la vie privée, sauf en cas de déloyauté par exemple, ou sur la grossesse, la maternité, l'adoption ou l'état de santé, etc. Mais vous le savez. Prenons quelques instants pour aborder la mise à pied à titre conservatoire. Cette dernière permet d'écarter immédiatement le salarié pour une durée illimitée. À la différence de la mise à pied disciplinaire, la mise à pied conservatoire n'est pas une sanction disciplinaire, mais une mesure provisoire de dispense de travail, le temps d'une procédure de licenciement. La mise à pied conservatoire n'induit a priori aucune procédure écrite pour la notifier. Il est tout de même préférable de rédiger un écrit pour sécuriser la procédure. Deux situations peuvent mener à la mise à pied conservatoire. Le salarié a commis une faute et l'entreprise doit mener une enquête et donc le salarié doit être écarté de l'entreprise. Ou encore, le salarié ou ses collègues sont en danger et il est écarté de l'entreprise. L'employeur, qui décide de mettre à pied un salarié à titre conservatoire, n'a d'autre choix que d'engager une procédure disciplinaire en même temps. Sauf si une date de fin a été indiquée, la période de mise à pied conservatoire se terminera à la fin de la procédure de licenciement pour faute grave, c'est-à-dire à l'envoi de la lettre de licenciement. Qu'en est-il de la rémunération du salarié pour la période de la mise à pied conservatoire ? Pendant cette mise à pied conservatoire, le salarié doit en principe être payé normalement. La rémunération va en fait dépendre de l'issue des procédures enclenchées par l'employeur. Si la procédure confirme une faute grave ou lourde, le salarié n'est pas rémunéré pour la période de mise à pied. Si la procédure ne confirme pas de faute de la part du salarié ou qu'elle n'est pas jugée suffisamment grave, le salarié touche rétroactivement les salaires dus par l'employeur pour toute la période de la mise à pied. Lorsqu'il y a faute et que l'employeur souhaite sanctionner, il y a une procédure disciplinaire qui peut se mettre en place. Tout d'abord, lorsque la faute survient, il convient déjà de réagir dans les 2 mois suivant la connaissance des faits. Sinon, on considère qu'il y aura prescription. Ensuite, il faut convoquer le salarié à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. L'entretien doit avoir lieu après un certain délai et la notification du licenciement est alors adressée au salarié. Attention, cette notification a fait l'objet d'évolutions en 2017. Cette procédure est stricte et des délais doivent être respectés au risque de voir le licenciement déclaré irrégulier. La première étape est la convocation à un entretien préalable pour une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. On appelle couramment cet entretien l'entretien préalable, au plus tard adressé 2 mois après les faits. La convocation doit respecter une forme stricte, notamment dans son contenu. L'employeur doit en effet y indiquer le lieu et la date de l'entretien. Cet entretien doit en principe avoir lieu sur le lieu de travail et pendant le temps de travail.
Et cette convocation doit rappeler au salarié la possibilité de se faire accompagner par un salarié de l'entreprise. Si au sein de l'entreprise des représentants ont été élus, il est possible de faire appel à eux. En leur absence, l'employeur informe le salarié qu'il peut se faire accompagner par un conseiller du salarié. Pour trouver ce conseiller du salarié, l'employeur informe le salarié qu'une liste est mise à sa disposition à la mairie ou au sein des locaux de l'inspection du travail dont il rappelle les adresses. Enfin, ce courrier doit être envoyé en recommandé ou remis en main propre. L'entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement est un entretien entre le salarié concerné et son employeur. Cet entretien a pour objectif d'assurer les droits de la défense du salarié. Le salarié peut aussi être accompagné par un conseiller qui pourra intervenir et poser des questions. A priori, il est plus averti sur les questions du droit social et devrait être un accompagnateur de choix pour le salarié. Mais le salarié n'est pas contraint de participer à cet entretien. Cet entretien est organisé pour lui. S'il ne le souhaite pas, il peut ne pas y participer. Il ne commet aucune faute et on ne peut pas lui reprocher. L'entretien suit un déroulé assez classique. L'employeur présente d'abord les faits reprochés, le salarié s'explique et enfin l'entretien est clôturé. Au moins 2 jours ouvrables après l'entretien, l'employeur notifie au salarié sa décision et le cas échéant son licenciement. Cette lettre est extrêmement importante car le juge s'en servira en cas de litige pour comprendre les motifs de la rupture et la qualification juridique du licenciement. Elle devra donc comporter les faits reprochés précisément. Il n'est pas possible d'y intégrer des faits génériques du type « vous êtes toujours en retard ». L'employeur devra préférer « vous avez été en retard les 3, 4, 7 janvier 2018 ». En effet, le 3 janvier, vous êtes arrivé à 9h30 au lieu de 9h, etc. Cette première lettre ne fixe pas les termes du litige car une nouvelle procédure complémentaire est possible. En effet, à la demande du salarié ou à l'initiative de l'employeur, il est possible de transmettre au salarié un complément afin de préciser les motifs de sa sanction. Ces échanges doivent être réalisés en lettres recommandées avec accusé de réception. Revenons sur les délais lors d'une procédure disciplinaire parce qu'ils sont très importants. Tout d'abord, nous l'avons vu, l'employeur devra agir dans les 2 mois suivant la connaissance des faits fautifs. Il enverra alors une convocation à entretien préalable. À partir de la réception de cette convocation à entretien préalable, 5 jours ouvrables doivent s'écouler. Le décompte commence au lendemain de la réception de la convocation. Puis se déroule l'entretien pendant le temps de travail et sur le lieu de travail. À l'issue de l'entretien, l'employeur dispose d'un délai de réflexion obligatoire de 2 jours ouvrables. Enfin, la notification de la sanction est transmise au salarié. Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, à la demande du salarié, ou l'employeur seul, dispose encore de 15 jours pour préciser les motifs du licenciement. Alors, quelle nouveauté pour la procédure de licenciement ? Pour faciliter la procédure de licenciement, il existe dorénavant des modèles. L'employeur peut les utiliser ou continuer à rédiger sa lettre sur papier blanc. Ce sont des documents CERFA. Ces documents sont de véritables aides pour les employeurs de TPE et PME. En effet, ces documents accompagnent et sécurisent bien sûr la procédure. La grande nouveauté réside aussi dans le fait pour le salarié de pouvoir demander des précisions dans les 15 jours suivant la notification du licenciement. Enfin, un nouveau calcul doit être réalisé pour le montant des indemnités de licenciement. En effet, l'ancienneté requise pour percevoir les indemnités est dorénavant de 8 mois et non de 12 comme initialement. Pour les 10 premières années, le salarié touchera un quart de mois de salaire par année d'ancienneté et pour l'ancienneté supérieure, un tiers de mois de salaire. Ce tableau vous propose d'identifier les conséquences du licenciement pour le salarié en fonction de la gravité de la faute. En fonction du motif disciplinaire retenu, le salarié percevra effectivement ou non des indemnités de licenciement et effectuera un préavis. Concernant le licenciement pour faute simple, par exemple, il touchera une indemnité de licenciement qui variera selon son ancienneté dans l'entreprise. De même, il devra réaliser un préavis et touchera la totalité de ses congés payés acquis et en cours d'acquisition. Au niveau du licenciement pour faute grave et lourde, les conséquences sont identiques puisque dans les 2 cas, il ne percevra pas d'indemnité de licenciement et n'effectuera pas de préavis. Par contre, il pourra bénéficier du montant des congés payés acquis et en cours d'acquisition.
Enfin, dans tous les cas, s'inscrire à Pôle emploi sera bien sûr une possibilité pour percevoir une allocation puisque le chômage correspond à une perte involontaire de son emploi. Le salarié n'ayant pas affirmé qu'il souhaitait quitter son emploi, il aura bien sûr droit à ses indemnités, ses allocations chômage. Pour conclure, l'employeur, en vertu de son pouvoir disciplinaire, dispose d'une large palette de sanctions qui varient en fonction de la faute reprochée. Chaque sanction est spécifique, n'a pas les mêmes conséquences ni la même procédure. Au service ressources humaines, la gestion de ces situations de non-respect des obligations du salarié et donc l'attribution de sanctions sont courantes. Comme toujours, il convient d'être rigoureux sur le choix de la sanction et la procédure mise en œuvre pour se prémunir des contentieux prud'homaux et des requalifications possibles des sanctions prises. Je vous remercie pour votre attention.